Bienvenue dans The Debate, notre espace d'analyse de perspectives croisées pour approfondir notre compréhension des textes. Saviez-vous que, en 2024, 61% des Français consommaient des compléments alimentaires? C'est un chiffre vraiment énorme. Et les données de l'Observatoire confirment d'ailleurs cette tendance à la hausse pour 2025. L'engouement est massif. Mais, et c'est ce qui ressort très clairement de notre matériel source aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'une grande partie de ces personnes ne fait en réalité que produire des urines extrêmement chères. C'est une façon assez brutale de le dire, mais techniquement, vous n'avez pas tort. Beaucoup d'efforts et surtout beaucoup d'argent finissent littéralement aux toilettes. Exactement. Et c'est parce que cette démarche de supplémentation est très souvent freinée, voire complètement annulée, par des erreurs d'usage courantes. Les erreurs qui se jouent à un niveau microscopique, particulièrement au niveau de la barrière intestinale. Ce qui nous amène à la question centrale de notre discussion. L'efficacité optimale d'une cure réside-t-elle principalement dans l'application d'une biochimie stricte, c'est-à-dire une gestion millimétrée des récepteurs et le choix de formes chimiques ultra précises, ou bien réside-t-elle avant tout dans la simplicité comportementale et la régularité des habitudes? Pour ma part, je suis fermement convaincu que la supplémentation est une science d'ingénierie métabolique et que le respect absolu des règles biochimiques est le seul véritable garant de l'efficacité et de la sécurité. Eh bien, je me positionne exactement à l'opposé sur ce point. L'ingénierie métabolique, c'est fascinant sur le papier, hein, mais nous avons affaire à des êtres humains avec des vies complexes, pas à des éprouvettes en laboratoire. Je suis convaincu que la simplification de la routine et la régularité du comportement priment largement sur cette microgestion biologique. Si on intellectualise trop le processus, on décourage l'utilisateur. Et là, l'efficacité tombe à zéro. Mais on ne peut pas simplement ignorer la biologie sous prétexte de confort. Enfin, la prémisse de mon approche, qui est largement étayée par le document, c'est que le corps humain n'est pas un réceptacle passif dans lequel on peut jeter n'importe quoi en espérant que ça marche. Notre organisme a un seuil d'absorption maximale extrêmement strict. Hmm. Prenez l'exemple d'un réseau routier. Si vous ne gérez pas les flux aux heures de pointe avec des règles très strictes, les véhicules entrent en collision et tout le trafic est paralysé. Dans le corps, c'est exactement pareil. Si on ne gère pas intelligemment les portes d'entrée cellulaires, les nutriments entrent en collision au lieu d'être assimilés. Je comprends l'image du réseau routier, ouais. Mais soyons réalistes une seconde. Vous pouvez concevoir l'ingénierie routière la plus parfaite au monde, avec des feux synchronisés à la milliseconde près. Si le conducteur oublie de prendre sa voiture un jour sur deux parce que le code de la route est devenu un manuel de 1000 pages impossible à mémoriser, votre perfection technique, elle ne sert à rien. Ouais, je vois où vous voulez en venir. Voilà. La route la plus sophistiquée reste inutile si elle n'est pas empruntée avec régularité. C'est le comportement qui valide la théorie. Sauf que... Attendez. Sauf que si le conducteur prend sa voiture tous les jours pour foncer directement dans un mur, la régularité ne l'aide pas non plus. Laissez-moi vous donner un exemple très concret tiré du texte. Le magnésium. C'est un des suppléments les plus consommés au monde. Si, par souci de simplicité ou d'économie, quelqu'un opte pour un oxyde de magnésium marin standard, que se passe-t-il? La forme chimique n'est tout simplement pas adaptée à notre physiologie. Oui. L'oxyde de magnésium attire massivement l'eau dans l'intestin. Le résultat, ce sont de violents inconforts digestifs et un effet laxatif immédiat. Le corps l'expulse avant même d'avoir pu l'absorber. Oui, effectivement, l'effet laxatif de l'oxyde est bien documenté. Eh bien voilà. À l'inverse, si on applique une logique de précision biochimique et qu'on choisit une forme hautement biodisponible comme le bisglycinate de magnésium, tout change. Le terme bisglycinate, ça signifie juste que le minéral est attaché à un acide aminé, la glycine. C'est comme si le magnésium mettait un déguisement VIP pour traverser la barrière intestinale en douceur, sans être repéré comme un élément irritant. La forme chimique dicte l'assimilation, vous voyez? C'est une question de clé et de serrure biologique. Si vous n'avez pas la bonne clé, vous pouvez essayer d'ouvrir la porte tous les matins à la même heure, avec une constance admirable, la porte restera définitivement fermée. C'est un bel exemple. Et vos arguments sur la biodisponibilité et le bisglycinate sont techniquement irréprochables, hein, ça je vous l'accorde. Mais c'est précisément là que notre lecture du problème diverge. Ah bon? Oui. Vous supposez que l'échec vient toujours d'un mauvais choix de molécules. Or, le texte nous avertit très explicitement d'un autre danger. L'efficacité repose souvent bien davantage sur les habitudes que sur le produit lui-même. Mais comment une habitude pourrait-elle compenser une molécule mal absorbée? C'est biologiquement absurde. Elle ne la compense pas, elle lui donne le temps d'agir. La biologie humaine exige énormément de patience. Les cellules de notre corps ne se renouvellent pas en un week-end, hein.
Le document indique clairement qu'il faut un délai incompressible de 4 à 12 semaines pour un renouvellement cellulaire intégral. 12 semaines. Oui, le temps long est nécessaire, c'est vrai. Absolument. Donc vous pouvez avoir le meilleur bisglycinate du monde avec le fameux pass VIP dont vous parlez. Si le flacon reste dans le placard parce que la routine imposée est trop complexe, son efficacité est de zéro. Je ne dis pas qu'il faut abandonner la routine. Je dis qu'il faut une routine précise. Mais la précision excessive tue la routine, et c'est exactement ce que le document appelle le risque de brouillard métabolique. Imaginez la personne moyenne. À 7 heures du matin, elle est dans sa cuisine, son café à la main, et elle regarde 10 flacons différents alignés sur le plan de travail. On lui a dit prends ceci à jeun, cela pendant le repas, et cet autre minéral 2 heures plus tard. C'est pourtant ce qu'il faut faire pour éviter les interactions. Mais cet empilement anarchique de formules pour atteindre une perfection théorique, ça surcharge mentalement l'utilisateur, en plus de surcharger son système digestif d'ailleurs. C'est pour cela que la vraie clé, selon le texte, c'est le rituel immuable. Placer un pilulier simple juste à côté de sa brosse à dents. Un protocole limité à 1 ou 2 produits, pris avec une constance indéfectible tous les jours, ça dépassera toujours un planning parfait sur le papier, mais abandonné au bout d'une misérable semaine. C'est vrai que, formulé comme ça, la microgestion ressemble presque à un travail à temps plein. Je vois bien le risque de découragement. Mais, et là, permettez-moi d'insister, le problème majeur avec cette logique du « on simplifie tout au maximum pour être sûr de ne rien oublier », c'est qu'elle ignore totalement les antagonismes directs. La régularité ne sert strictement à rien si les nutriments que vous avalez consciencieusement entrent en compétition destructive au moment même de l'absorption. Ah, vous parlez des fameuses interactions minérales. Exactement, le texte est formel sur ce point, et c'est fascinant d'un point de vue mécanique. Prenons le fer et le zinc. Si vous les prenez lors du même repas, juste pour simplifier votre rituel matinal, ils s'annulent mutuellement. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent littéralement les mêmes transporteurs pour passer la barrière intestinale. Imaginez un sas de sécurité à l'entrée d'une cellule avec une seule porte d'accès. Si le fer et le zinc arrivent exactement en même temps, ils essaient de passer de front. Le résultat, il y a un embouteillage massif. Oui, c'est l'image du tunnel à une seule voie. C'est tout à fait ça. Et c'est la même chose pour le calcium et le magnésium. De fortes doses de calcium vont bloquer massivement l'assimilation du magnésium dans le tube digestif. Donc, si votre soi-disant rituel immuable consiste à avaler tous ces minéraux en même temps au petit déjeuner pour vous débarrasser de la corvée, ce n'est rien d'autre qu'un rituel de gaspillage quotidien. Oui, je comprends. Il est physiologiquement impératif d'appliquer la règle d'espacer les prises minérales d'au moins 2 heures. Cette précaution que le document qualifie de précaution architecturale, c'est ce qui sauve la rentabilité de la cure. Sans cette gestion des temps d'assimilation, votre belle constance ne fait que reproduire une erreur métabolique tous les matins. Attendez. Je comprends la mécanique du tunnel à une voie. Mais cette obsession de la perfection théorique, avec quoi? Des alarmes toutes les 2 heures pour séparer le zinc à 8 heures, le fer à 10 heures, le calcium à midi et le magnésium à 14 heures. C'est exactement ce qui crée les fameux trous d'assimilation dont parle la source Tao. Des trous d'assimilation ? Mais oui, en voulant optimiser chaque petite porte d'entrée cellulaire, on rend le planning quotidien totalement ingérable pour un adulte actif. Que se passe-t-il dans la vraie vie? On oublie la prise de 10 heures, on saute celle de 14 heures parce qu'on est en réunion. Le corps subit alors des variations en dents de scie au lieu de reconstituer sereinement ses réserves sur la durée. La concentration sanguine du nutriment n'atteint jamais son plein seuil d'efficacité car l'apport n'est pas soutenu de manière constante. Le texte propose d'ailleurs une solution beaucoup plus pragmatique face à ce problème, notamment pour le profil dit débutant. Je présume que vous parlez des complexes tout en un ? Exactement. Le document recommande fortement de miser sur des complexes simples, pris au cours d'un seul et même repas. Alors oui, d'un point de vue purement biochimique, il y a une légère compétition interne des récepteurs. Quelques molécules de zinc resteront bloquées par le fer, c'est vrai, je vous l'accorde, mais sur le temps long, cette méthode garantit une tolérance digestive parfaite et surtout l'observance de la cure. C'est un pari sur la quantité absorbée au final, donc. Voilà. Mieux vaut un complexe multiminéraux pris chaque midi pendant 3 mois qui va infuser lentement l'organisme plutôt qu'un planning éclaté sur la journée qui finit par être suivi de manière aléatoire 2 jours sur 7, empêchant totalement de combler un déficit ancien. Bon. Je dois admettre que l'argument de la concentration sanguine en dents de scie est assez pertinent. Si on oublie la moitié des prises, le bilan final est mauvais. C'est indéniable. Mais permettez-moi de vous donner une perspective différente, car l'ignorance des interactions ne se limite pas à quelques minéraux qui se bousculent au portillon. Le document aborde aussi un point critique, la gestion des signaux physiologiques. C'est-à-dire ?
Qu'attendez-vous par là? Le corps traite très difficilement les messages contradictoires. Là, on ne parle plus seulement d'embouteillage, on parle de véritable confusion du système nerveux. Par exemple, avec les plantes adaptogènes. Si, toujours dans cette quête frénétique de simplicité, vous mélangez des adaptogènes très stimulants, disons du ginseng ou de la rhodiola, avec des extraits aux propriétés relaxantes profondes, vous annulez purement et simplement la clarté du signal biologique. C'est comme si vous appuyiez en même temps sur l'accélérateur et sur le frein de votre voiture. Et l'organisme ne sait plus du tout comment réagir. Exactement, vous brouillez complètement les pistes au niveau cellulaire. Dans ce cas de figure très précis, l'effort de régularité est non seulement inutile, mais il devient franchement contre-productif. Il entretient un état de confusion constante pour le système nerveux. C'est pour cela que je maintiens que la simplicité comportementale ne doit jamais, au grand jamais, se faire au détriment de la cohérence métabolique. On ne peut pas juste empiler des principes actifs sous prétexte qu'ils rentrent dans la même gélule. Ouais, je vous rejoins sur le fait que presser l'accélérateur et le frein simultanément est une très mauvaise idée. La cohérence métabolique a son importance, je ne dis pas le contraire. Mais cette fatigue face à une routine trop complexe nous amène naturellement à quelque chose d'encore plus dangereux que le simple abandon. Et c'est la croyance aveugle en la technique au détriment de l'écoute de soi. Le risque de votre approche purement scientifique, c'est l'aveuglement. L'aveuglement. C'est un comble, ça. C'est précisément l'absence de contrôle technique qui rend aveugle et dangereux, pas l'inverse. Mon deuxième grand point de désaccord avec votre vision, il porte sur la sécurité. La sécurité ne se devine pas, elle passe inévitablement par un contrôle technique impitoyable. Le texte insiste lourdement sur les dangers réels d'un mauvais usage. Il ne s'agit pas juste d'optimiser l'efficacité, là, il s'agit de ne pas s'intoxiquer. Vous faites référence au surdosage, Oui. dites. Et plus particulièrement aux vitamines liposolubles. C'est un concept crucial abordé dans le texte. Les vitamines A, D, E et K ne sont pas solubles dans l'eau. Contrairement à la vitamine C, le corps ne peut pas simplement les évacuer dans les urines si on en prend trop. Elles se stockent dans nos graisses et dans notre foie, comme dans une éponge. Ouais, c'est vrai. Et si, guidé par cette logique absurde du plus égale mieux, un utilisateur dépasse les limites supérieures de sécurité au quotidien, l'éponge ne déborde pas, elle s'intoxique. Ces vitamines s'accumulent dangereusement. Ce n'est pas une question de ressenti comportemental, c'est d'une toxicité biochimique mesurable. Je suis d'accord, la toxicité des vitamines liposolubles est un vrai sujet. C'est indéniable. Et ça va bien plus loin. Faire l'impasse sur la qualité chimique et la certification des composants vous expose à des problèmes graves que vous ne pouvez tout simplement pas sentir. Le texte donne l'exemple extrêmement frappant des acides gras, comme les oméga 3. Un acide gras mal conservé ou extrait à bas coût va s'oxyder. Il rancit. Et une fois oxydé, non seulement il perd tout son potentiel protecteur pour le système cardiovasculaire, mais il devient carrément pro-inflammatoire. Il fait l'inverse exact de ce pourquoi vous l'avez acheté. D'où l'importance cruciale des labels mentionnés dans le document, oui. Absolument. C'est pourquoi il faut exiger des indices de qualité officiels et s'appuyer sur la réglementation, comme les normes de l'EFSA en Europe. Le texte cite le label EPAX pour les oméga 3. C'est la garantie stricte d'une huile sans métaux lourds et d'une stabilité extrême face à l'oxydation. Ce n'est pas un simple détail marketing pour rassurer le consommateur naïf. C'est cette pureté extrême, vérifiable uniquement sur l'étiquette par le titrage exact, qui dicte la véritable sécurité de l'intervention. Vous ne pouvez pas, par la simple écoute de votre corps, détecter la présence de mercure dans votre huile de poisson. Seule la science et la certification vous en protègent. C'est un argument très percutant. Et je ne nierai jamais l'importance d'un label garantissant l'absence de métaux lourds, évidemment. Mais avez-vous envisagé que la sécurité et l'efficacité, bien avant de lire les normes européennes sur une étiquette, passent d'abord par l'observation de ses propres signaux corporels? Le document soulève un point fondamental sur l'adaptation de la cure à la réalité singulière de l'individu. Je vous écoute. L'erreur absolue, selon l'auteur du texte, c'est d'acheter le même complexe que son voisin ou son collègue de bureau, simplement parce qu'il a des étiquettes parfaites, sans analyser ses propres signaux corporels. Prenons le cas de la fatigue. Vous pouvez acheter le complexe tonique le plus pur du marché, certifié par les FSA, avec un titrage en principes actifs absolument parfait. Ouais. Si vous prenez ce tonique stimulant alors que votre fatigue diurne est en réalité causée par des réveils nocturnes non traités ou par un stress chronique, vous ratez complètement votre cible. Donc, on traite le symptôme au lieu de la cause profonde. Exactement. Une mauvaise lecture de son propre besoin gaspille inutilement les ressources, aussi certifiées et chélatées soient-elles.
C'est pour cela qu'avant de devenir un expert en label, il faut tenir un journal de bord de son sommeil, de son énergie, de sa digestion. Et concernant la sécurité à long terme, la véritable protection que suggère le texte n'est pas qu'une simple affaire de dosage limite. C'est une affaire de rythme comportemental. C'est ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique. Ah, la fameuse pause dans la cure. C'est vrai que c'est une notion intéressante. C'est même vital. Le texte recommande de faire une pause d'1 semaine complète après 3 mois de cure ininterrompue. Ce n'est pas une norme technique inscrite au dos du flacon par un ingénieur. C'est un comportement de prudence dicté par le bon sens. Pourquoi fait-on cela? Pour redonner au corps son autonomie d'absorption. Pour éviter que l'organisme ne devienne paresseux et ne s'habitue trop à un apport extérieur facile. Je vois. Mais surtout, cela permet d'évaluer par soi-même les bénéfices réels du complément sur son état général, une fois qu'on n'est plus sous son influence constante. C'est cette boucle de rétroaction personnelle, cette intelligence comportementale qui garantit qu'on ne fait pas fausse route, bien plus qu'une confiance aveugle dans les données techniques d'un laboratoire. C'est fou, je dois admettre que je n'avais jamais perçu la fenêtre thérapeutique sous cet angle. J'ai toujours vu ça comme une simple précaution pour le foie, mais l'idée de l'utiliser comme un outil de mesure de sa propre vitalité autonome, c'est très pertinent. J'ai souvent cru, comme beaucoup, je pense, qu'il fallait enchaîner les boîtes pour ne surtout pas perdre les bénéfices acquis. C'est une erreur très classique, rassurez-vous. En fait, cette tension entre nos deux approches me fait vraiment penser à la construction d'une maison. D'une certaine manière, nos visions représentent les deux étapes incontournables d'un même chantier complexe. De votre côté, vous voulez vous assurer que le terrain est prêt et que les fondations sont solides et bien posées. C'est le profil de l'utilisateur décrit dans le texte qui doit, avant toute chose, stopper sa dispersion pour soutenir d'abord sa sphère intestinale. L'intestin, c'est la véritable clé de voûte de l'assimilation. Si cette fondation est endommagée par le stress ou une mauvaise routine, rien ne tiendra. Ça, c'est votre approche basée sur l'observation, la simplicité et le bon sens. Tout à fait. Si la maison est construite sur des sables mouvants ou sans fondation solide, la qualité des murs n'a plus aucune importance. Elle s'enfoncera dans la boue. Le texte rappelle d'ailleurs qu'on doit régulièrement faire le tri et se poser la question de l'utilité réelle de chaque boîte ouverte et stockée sur notre étagère. Il faut reprendre le contrôle par l'observation et se fixer une priorité claire par saison pour éviter tout éparpillement. Mais de mon côté, en tant qu'architecte métabolique, si je puis dire, j'exige que, sur ces fondations solides, chaque matériau utilisé soit absolument irréprochable. Je veux que chaque brique soit certifiée, que le titrage en principe actif de la poutre maîtresse soit conforme aux normes. Car même avec les meilleures fondations du monde et une routine impeccable, si vous utilisez des matériaux corrompus, oxydés ou chimiquement inadaptés, la maison finira par s'effondrer de l'intérieur. La métaphore fonctionne parfaitement. Les fondations comportementales d'abord, les matériaux de haute précision ensuite. Alors, pour synthétiser un peu les positions que nous avons développées au cours de ce riche échange, je maintiens fermement que la ligne de démarcation entre une cure hautement performante et une surcharge inutile, voire dangereuse pour nos organes filtres, se dessine sur le terrain de la précision biochimique. La transparence totale des étiquettes, le choix de formes intelligentes pour contourner les barrières digestives et le respect absolu des rythmes de nos récepteurs sont les conditions sine qua non du succès. La biologie a ses lois, elle ne fait pas de compromis, et nous ne devrions pas en faire non plus sous prétexte de faciliter notre quotidien matinal. Et pour résumer ma propre perspective, je réaffirme que la perfection théorique est très souvent l'ennemi du bien-être pratique. La patience, c'est le véritable moteur de la supplémentation. Il faut accepter ce temps biologique incompressible. Attendre un trimestre complet pour observer des effets profonds et tangibles, que ce soit sur notre niveau d'énergie globale ou sur la vitalité de nos fanères, comme les cheveux et les ongles. Simplifier drastiquement son protocole, s'en tenir à une priorité claire et instaurer des routines immuables, ancrées dans le quotidien, voilà ce qui transforme une intention de santé en un résultat mesurable et durable. Le comportement reste le véhicule indispensable de la biochimie. Il est cependant très clair, à la lumière de notre analyse de la source, que malgré nos désaccords sur la méthode, nous convergeons de manière indéniable sur un point fondamental, le rejet absolu du mythe moderne selon lequel plus égale mieux. C'est la grande illusion de notre époque, et c'est un point sur lequel la physiologie humaine nous met absolument tous d'accord.
Totalement d'accord. Et l'exemple de la vitamine C, qui est très bien détaillé dans le document, illustre ce point de façon magistrale. Qu'on aborde le sujet par le prisme de la biochimie, avec la saturation des émonctoires, les reins et le foie, ou par le prisme du simple bon sens comportemental, doubler ou tripler la dose de ces gélules de vitamine C le matin face à une grosse fatigue, c'est une absurdité totale. Oui, tout simplement parce que le corps possède des limites de filtration strictes. Exactement. Le seuil d'absorption rénale est une barrière infranchissable. Toute vitamine C fortement surdosée finira inévitablement et très rapidement dans les urines. Le foie et les reins auront travaillé des heures pour traiter et filtrer ce surplus, épuisant l'organisme au lieu de le soutenir pour finalement tout rejeter sans le moindre gain de vitalité supplémentaire. C'est la limite physique implacable de notre organisme face à l'illusion d'une solution rapide et surdosée. C'est un fait établi et c'est une excellente conclusion à garder en tête. Ce matériel source s'est révélé d'une richesse remarquable. Et il est évident pour ceux qui nous écoutent qu'il reste encore de très nombreuses pistes à explorer dans ce texte. Nous n'avons fait qu'effleurer les ajustements très fins qui peuvent être opérés selon des profils d'utilisateurs hyper spécifiques, comme par exemple l'art de dissocier les vitamines stimulantes matinales des minéraux relaxants pour optimiser la qualité des nuits. Ouais, il y a en effet tout un monde fascinant de personnalisation et d'individualisation thérapeutique que le texte explore avec beaucoup de nuances. Il y a de quoi lire et surtout de quoi expérimenter sur soi-même. Absolument. Alors, comme pour notre réseau routier du tout début, la question de fond reste posée. Faut-il d'abord optimiser le moteur et la qualité du carburant de chaque véhicule, grâce aux avancées de la science, ou s'assurer d'abord que le conducteur connaît précisément sa destination et respecte son propre rythme de conduite? C'est à vous d'observer vos propres signaux, d'écouter votre métabolisme avec attention et de choisir la voie qui soutiendra au mieux votre vitalité sur le long terme. Et n'oubliez pas, lorsque vous regarderez vos flacons demain matin dans votre cuisine, posez-vous cette question. Êtes-vous plutôt appelé à être l'ingénieur pointilleux de vos cellules ou le patient architecte de vos habitudes ?